subjectif. S'il y a un mystère, moi je voudrais savoir votre point de vue. Pour moi, je dis à chaque fois, il faut qu'il y ait un mystère, Emmanuel. Président qui a soulevé un espoir, jeune président, qui incarnait derrière François Hollande infiniment mieux la fonction dans les premiers temps. Il n'y avait pas de mal, vous me direz, mais on retrouvait une forme de fierté d'avoir un président jeune avec le couple qu'il formait. Il y avait quelque chose qui séduisait les... Oui, oui, disons-le. Pardon, écoutez, moi j'ai ce sentiment que majoritairement il y avait quelque chose d'élégant. Panurgisme, là. Il y avait quelque chose... Ce sentiment, je peux me tromper. Mais je suis plus naïf que vous parfois, je veux y croire. Oui, on est journaliste, on est un peu sceptique. Bon, c'est un vilain défaut, mais c'est une qualité professionnelle. Je confesse ma part de naïveté parfois. De vouloir y croire. Voilà. Une image élégante d'un nouveau président. Il reçoit Trump, ça se passe bien. Bon. Et catastrophe. Catastrophe sur le bilan. C'est-à-dire de quelque côté que tu te tournes, je vois pas un point positif à ce quinquennat, à ce double quinquennat. Quasiment pas. Oui, d'où aussi ce titre, la tragédie. Donc c'est le mystère absolu. Et tout le monde loue son intelligence, tout le monde loue beaucoup de qualités qu'il peut avoir, qualité de travail, etc. Et il s'est planté sur le chômage, sur l'économie, sur la diplomatie, sur l'école, sur la médecine, sur la justice, sur tout. C'est le drame de la fonction et c'est le drame du lieu aussi. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, finalement, il n'a pas échappé à ce qui a caractérisé aussi certains de ses prédécesseurs, et lui encore plus, parce qu'il y avait effectivement un espoir que vous avez rappelé quand il est élu à seulement 39 ans. Et cette fameuse hubris qui avait pointé très très tôt au début du quinquennat Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien maire de Lyon. Et puis cet enfermement, personne n'échappe à ça. Il y a un isolement que moi je constate dans ce palais. Pardonnez-moi, mais l'isolement nommé Papendiaï après Blanquer, c'est pas lié à l'isolement quand même. Je veux dire, c'est un truc qui est incompréhensible tout simplement pour un enfant de... Je vous assure, moi, ce que vous dites là, c'est... Tu nommes des gens qui n'ont rien à voir l'un derrière l'autre. Mais c'est comme ça, Emmanuel Macron, il fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire c'est un brouilleur de cartes en permanence. Il a le sentiment, lui, d'être en permanence au centre du jeu. C'est un comportement qui hérisse énormément autour de lui parce que personne n'arrive à comprendre. Le président est d'être au centre du jeu, tous les présidents étaient au centre du jeu. Voulez-vous qu'il soit... Il va pas être dehors, il est au centre, oui. C'est la 5e République. Mais le problème d'un président de la République aujourd'hui, et particulièrement dans ces murs-là, c'est que ce sont des gens qui entretiennent un phénomène de cours. Celui-là, il contribue effectivement à ce que ça se soit amplifié. Et puis Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a toujours eu du mal à s'entourer, quelqu'un qui n'a pas d'amitié aussi, qui n'a pas de personnes comme ça, qu'il connaît depuis très longtemps, depuis des années, qui n'entretient pas ça, quelqu'un qui picore, qui vit avec un sac à dos, qui en perpétue le mouvement, et donc il n'a pas de point fixe, il n'a pas de repère, et qui ne sait pas trancher, qui ne sait pas décider. C'est ça en même temps. Pardonnez-moi, c'est ça qui ne tient pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pas possible. Si. Il a quand même quelques idées qui l'amènent, comment dire, qui restent dans son esprit déterminante. Il a fait une ligne de conduite, l'Europe, pourquoi pas. Emmanuel Macron, quand il arrive aux fonctions, il a un problème majeur au début, c'est-à-dire que lui, il est président de la République et il considère qu'il va devoir se mêler de tout. Et c'était ce que lui ont reproché les Français, qu'il a commencé à moins faire depuis qu'il est rentré en cohabitation avec Michel Barnier, et qu'il a vu qu'il a dégringolé de mois en mois, de sondage en sondage. C'est-à-dire que tout le premier quinquennat, le défaut d'Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est pris pour un président de la République et aussi pour un Premier ministre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ne se pilotait depuis Matignon, c'est pour ça qu'il y a eu en permanence des tensions avec les différents Premiers ministres qui se sont succédés, parce qu'Emmanuel Macron, il a le sentiment que si ce n'était pas lui qui réglait les problèmes, eh bien rien n'avançait. C'est un problème, on ne peut pas fonctionner comme ça. Oui, mais on ne peut pas, c'était moins que ça, mais on ne peut pas fonctionner comme ça dans une 5e République. Oui, François Fillon était un collaborateur. Nicolas Sarkozy a changé complètement. La 5e République, c'est difficile, après Nicolas Sarkozy, d'être un président, un roi fainéant, en clair. C'est très difficile. Et puis la société a changé, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français votent pour quelqu'un et ils veulent que cette personne soit aux manettes. Oui, c'est ça. Il y a une volonté aussi du peuple. Et c'est pour ça que De Gaulle, François Mitterrand, c'est un autre monde. Il arrivait à 10h du matin, François Mitterrand. Donc c'était pas la même chose, il ne travaillait pas pareil. Mais le monde a changé. Il y a une exigence aussi du public. Et j'ai envie de dire, peu importe ça, qui se mettent de tout, moi ça me gêne pas.
mais qui fasse des choses, comment dire... alors, ce que nous dit l'Élysée souvent, c'est que il dit en réunion et ça ne suit pas derrière. Est-ce que cet argument est recevable? Non, il n'est pas recevable parce qu'il est très naïf. Il a voulu essayer d'installer le système, vous savez, de mettre un peu les administrations au pas du politique au début du quinquennat. Régulièrement, c'est une musique qui revient, et encore là, ces derniers mois, mais ça ne fonctionne pas parce que le pays, la France, c'est un pays qui est lourdement administré et lui, il a cru qu'avec sa seule énergie, il arriverait à bousculer tout ça. Qu'est-ce qui a marché selon vous alors? Quels sont les points positifs? Il y a sur le bilan sur la scène européenne, il faudra juger. Le bilan positif, il y a eu la gestion de la crise quand même. Personne ne peut lui reprocher. On en a eu 15. Oui, non, mais il y Vous a trouvez que la gestion du Covid, et vous trouvez que c'est bien d'avoir enfermé tout le monde? Non, mais ça aurait pu être pire. Et puis l'économie, elle a quand même duré. Moi, je ne suis pas le porte-parole d'Emmanuel Macron sur ce plateau. Hein. Non, mais je le précise. Mais il y a eu ça. Il y a un volontarisme sur la scène internationale, sur lequel lui continue aujourd'hui de se raccrocher. Et puis, il s'est heurté à plein de choses. Il a voulu faire une réforme des retraites en allant dans le dur. Là, ça a été une erreur magistrale dès le début parce qu'il y a un problème de sentir l'humeur et cette influence qu'il avait aussi, et cette relation particulière qu'il avait avec Alexis Colère, qui lui aussi était pour une retraite à 65 ans, voire peut-être même un peu plus. On voit que dans cette relation, dans ce duo qui s'est installé pendant 8 années, ça a pu aussi compliquer les choses parce que c'est un duo qui était assez hermétique et finalement qui écoutait peu ou qui absorbait peu les remarques qui étaient faites de l'extérieur. Et puis une succession de petites erreurs, l'augmentation pour les étudiants au début du quinquennat, la baisse des APL effectivement, plein de petits signaux comme ça qui au fur et à mesure... Il a deux bureaux... Pardon, et je termine, les gens ont peut-être moins supporté, effectivement, la déception était d'autant plus grande, et j'en reviens à votre remarque du début, c'est-à-dire que lui, il est arrivé sur quelque chose de neuf, sur une promesse nouvelle, avec son âge, et le fait qu'il ne venait pas du sérail politique, et je pense que cette attente, du coup, mettant le bilan de côté, était un petit peu... Mais voilà, il y avait un pari, il y avait un défi, et les Français ont dû y croire. Voilà, jamais été élu. Les Français ont dû y croire, et ils ont été déçus. Au suffrage universel, vous avez quand même une expérience, vous vous frottez à la réalité. Hein, vous frottez votre esprit avec Il ceux est des autres. de l'économie, il en avait une expérience. Bon, il est devenu chancelier. Il y a des choses, c'est quand même un problème majeur pour lui. Bon, il y a des choses anecdotiques parfois dans votre livre qui sont marrantes. Il y a deux bureaux, Il y a le Salon Doré, qui est le bureau officiel, salon d'apparat, qui est au plein milieu, premier étage. Et puis il a occupé effectivement le deuxième bureau qui est 2 salons à côté, au même étage, qui s'appelle le salon d'angle. On surnomme parfois le bureau des fous. Et alors ce bureau-là, il a une particularité. Mais il est le premier à avoir 2 bureaux, tout le monde avait ça. Non, alors Nicolas Sarkozy avait lui aussi un deuxième bureau qui était au premier étage. Mais lui, pourquoi il a pris ce bureau-là? Parce que ce salon-là, c'est le seul salon qui permet d'en avoir accès direct aux parties privées, aux appartements privés qui sont sur l'aile est. Et lui ne voulait pas en tout cas qu'un collaborateur puisse avoir un accès direct aux appartements privés. Donc le second bureau, pardon, j'en termine, c'est une pièce qu'il occupe plus souvent en fait. Voilà, il est plus personnel, il y travaille beaucoup, et Salon Doré, c'est plus pour les réunions et les réceptions d'appart. Il a un œil sombre et un œil ouvert, un qui sourit et l'autre pas, un profil hyper dur et un autre plus rayonnant. Cela résume la complexité du personnage et son petit côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et là, vous citez un sénateur. Oui, j'ai observé ça en mettant sur la photo officielle d'Emmanuel Macron qu'on a dans toutes les mairies. Il se amusait à mettre la main comme ça sur cette partie du visage. On voit qu'il y a un œil sombre. Il y a une partie sombre et une partie éclairée. Ça dit beaucoup justement des deux visages, un peu le côté gêné. Alors là, vous m'inquiétez. On peut voir il a un œil sombre et un œil ouvert. On peut voir une photo d'Emmanuel Macron. Un peu souriant et il a 2 yeux différents. Non, mais il y a une expression, un faciès qui est légèrement différente. C'est souvent pour les personnes. Comment? Beaucoup de personnes ont 2 yeux différents. Bon. Alors, vous parlez également l'affaire avec Hollande, parce qu'en fait, c'est une trahison absolue, mais moi j'adore cette histoire, parce qu'en fait, il a fait à Hollande ce que Hollande a fait à tout le monde. Mais Hollande s'est fait avoir, et je trouve ça drôle, parce que Hollande, il a fait ça à tout le monde. Mais il est très malin, Emmanuel Macron, comme souvent, c'est des banquiers d'affaires qui savaient prendre la psychologie, séduire les uns et les autres. C'est pas rien d'être banquier d'affaires. Tu rentres dans l'intimité complète de celui dont tu vas t'occuper et il te donne quasiment ce qui est le plus précieux, son argent. Et c'est un séducteur, une des choses les plus précieuses. Une des choses les plus précieuses, cher Jean. Mais en fait, c'est un séducteur et les séducteurs, c'est des menteurs.
C'est le principe d'un séducteur. Le vrai talent, ce serait de plaire sans séduire. Et oui, il y a un phénomène de jalousie qui s'est très vite installé parce qu'Emmanuel Macron s'était installé au 2e étage, dans une